Bienvenue sur Doc sans blues, ta dose d'infos médicales, sans filtre et sans coup de blues. Aujourd'hui, je suis classiquement avec Guillaume, notre urgentiste préféré, et Michel Tsimaratos, qui a été chef de service en néphrologie, professeur, et qui maintenant est directeur médical à l'agence de biomédecine. Présentation parfaite. Parfaite. T'as rien oublié? J'ai rien oublié. Ah, t'es bon quand même de temps en temps. Donc du coup, aujourd'hui, on va parler de dons d'organes, parce que l'agence de biomédecine est quand même spécialisée là-dedans, si je dis pas de bêtises. Et la première question qu'on se pose, c'est on en est où en 2025 sur le don d'organes? Alors c'est une bonne question parce que il y a environ 20 000 personnes qui sont inscrites sur une liste d'attente pour une greffe d'organes en France. Ces 20 000 personnes, elles se répartissent en 10 000 personnes qui sont appelables immédiatement et 10 000 personnes environ qui sont inscrites mais qui sont en situation de contre-indication temporaire. Par exemple, elles ont la grippe et donc on ne peut pas les appeler pour les greffer. Et donc le don d'organes, c'est ce qui va permettre, dans la plupart des cas, d'appeler une personne parce que une autre personne, soit une personne, un proche, veut faire un don d'un organe pour aller vers une greffe, mais on y reviendra. Et soit, dans la majorité des cas, c'est une personne qui est décédée et qui va donner ses organes. Chaque personne qui est en mesure de donner ses organes peut donner jusqu'à 7 organes, les 2 reins. Ok, mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'a priori quand même sur le fait de, quand on est face à affronter la mort, de pouvoir donner, de vouloir donner ses organes. Et c'est ce qui, malheureusement, on est quand même en 2025 et ça n'a pas beaucoup changé. Je ne sais pas quel est le ratio de personnes qui décèdent, qui sont OK pour donner leurs organes, comparé à ceux qui ne le veulent pas. Alors on a beaucoup de chiffres sur ces aspects-là. Quand on fait des baromètres dans la population générale, les gens connaissent bien la loi. Et la loi, c'est la loi KIAV, qui est la loi qui existe depuis 1976, qui dit que tout le monde est donneur d'organes, sauf à avoir précisé qu'on est contre le don de ces organes après sa mort. Donc je précise bien que ça veut dire que moi, si je viens à décéder et que je n'ai jamais écrit noir sur blanc que je ne voulais pas donner mes organes, je suis considéré comme donneur potentiel. C'est ça l'esprit, mais il ne s'agit pas de l'écrire noir sur blanc. Il y a 2 façons de le faire. La première, c'est de s'inscrire sur un registre des refus. C'est un registre national qui est tenu par l'Agence de la biomédecine et sur lequel on peut s'inscrire par Internet. Et la deuxième façon, c'est d'en parler à ses proches. C'est-à-dire de dire à quelqu'un qui t'est cher, eh bien, s'il m'arrive quelque chose, je ne veux pas qu'on me prélève mes organes. Et ces baromètres dont je parlais tout à l'heure sont assez clairs, c'est que la très grande majorité des gens connaissent la loi et la très grande majorité des gens veulent donner leurs organes. C'est beau, c'est beau. C'est vrai que moi, étant en famille, j'ai déjà parlé plein de fois avec mes parents ou mon frère et ma sœur de qu'est-ce qu'on fait si on décède. Toi, tu veux donner tes organes, toi non, pourquoi? Je pense que c'est un sujet qui n'est pas tabou et dont on parle beaucoup en France. Mais peut-être pas assez, parce qu'en fait, moi j'ai le regard aussi de ma famille, et je sais que par exemple, j'en ai parlé quelques fois dans mon entourage, il y en a, ils sont ouverts à donner leurs organes, mais à partir du moment où il n'y a pas une représentation physique. Et par exemple, le don d'organes des yeux, je sais pas si ça existe. Oui, la greffe de cornée. Oui, mais du coup, c'est que la cornée, est-ce que c'est l'œil complet? Alors moi, je prends juste derrière au niveau du blanc et je prends la cornée. C'est vrai qu'il y a une déformation du globe et ce qu'on fait pour l'aspect esthétique Vous remettez des familles, on met une espèce de D'accord. code coque, un petit protège qui remplace un peu, si tu veux, la cornée pour pas qu'il y ait l'œil qui sorte complètement, quoi. Mais C'est très important. Le prélèvement, une fois que le don a été décidé, quel que soit l'organe ou le tissu concerné, est fait dans des conditions chirurgicales et le corps est restitué à la famille ad intégrum, avec une intégrité qui permet à la famille de commencer son deuil et de faire les rites religieux qu'elle souhaite. Et du coup, là, actuellement, moi, la question que je me pose, c'est que j'ai la notion de beaucoup de dons d'organes, mais est-ce qu'on peut vraiment tout greffer? C'est-à-dire que j'ai la notion du don du cœur, le don du rein, mais est-ce que, par exemple, le don du pancréas, il existe? Oui, bien sûr, il existe et on peut greffer soit le pancréas entier, soit préparer le pancréas, isoler les îlots de Langerhans, et faire une greffe d'îlots de Langerhans, qui marche très très bien, qui est en augmentation dans notre pays et qui peut permettre à un certain nombre de personnes, les receveurs qui sont bien caractérisés par leurs équipes, d'avoir sinon une indépendance, en tout cas une bien meilleure tolérance du diabète et parfois une indépendance totale à l'insuline. Parce que les îlots de Langerhans, ça sert à quoi déjà?
On va voir si l'ophtalmo il est à jour. L'îlot de Langerhans, c'est la sécrétion d'insuline, c'est la sécrétion de glucagon en fonction de l'îlot bêta ou îlot alpha. Ouais, t'es quelqu'un, hein. Il y a quelque chose. Il est chaud, il est chaud. Il est pas trop mauvais. Du coup, oui, c'est la greffe de certains organes. On peut presque tout greffer maintenant. On fait de la greffe de peau. Qu'est-ce qui se greffe pas en fait Le au cerveau, jour je pense. 2025. Non, on ne greffe pas le cerveau, bien sûr. On peut greffer soit des organes, et on parle de greffe quand il y a une suture vasculaire. C'est-à-dire, quand on greffe un rein, on doit greffer l'artère et la veine et l'urtère. Quand on greffe des poumons, on doit greffer l'artère pulmonaire et on doit greffer aussi les bronches. Quand on greffe un foie, on greffe l'artère hépatique. On suture l'artère hépatique. Par contre, quand on fait une greffe de peau, ça veut dire qu'on récupère la peau et on l'applique avec, on l'applique avec des pansements, mais il n'y a pas de suture vasculaire. On parle alors de greffe de tissu. Alors les organes qu'on peut greffer, c'est les deux reins, le foie, qu'on peut parfois diviser, ça s'appelle le split, les poumons, le cœur, le pancréas. Et les tissus, il y a de très nombreux tissus, mais ce qu'on greffe le plus souvent, c'est les cornets. Et puis on peut greffer aussi des valves cardiaques, des tendons, de l'os, soit sous forme solide, soit sous forme de poudre d'os, des vaisseaux. Et puis beaucoup d'autres tissus auxquels on ne pense pas toujours, mais qui peuvent avoir une utilité. Par exemple, il peut y avoir, dans des cas très particuliers, des greffes de ménisques. Mais du coup, je suis en train de penser à quelque chose qui est hyper intéressant, c'est que, comme tu viens de préciser avec les tissus, en fait, des fois, est-ce qu'on peut dire, je suis donneur, je veux rien donner, par contre, je veux bien qu'on me prélève juste mes valves cardiaques. Bien sûr. Et donc ça, c'est une chose qui est hyper importante, parce que moi, par exemple, je ne sais pas comment me mettre sur le fait du don d'organes, mais par exemple, me dire, bon, je donne juste mes valves cardiaques, ça me fait vraiment pas mal à la tête, tu vois. Et alors que les yeux, ça peut faire Alors que peur, les yeux, c'est moi, notamment dans la religion. Pas mal de gens qui se disent il faut garder mes yeux pour voir au paradis. Toi, tu vas aller au paradis? Ça, on verra plus tard. Moi, il y a une question que je me pose, c'est les patients qui sont décédés. Comment est-ce qu'on fait pour les prélever? C'est-à-dire que pour moi, quand quelqu'un est décédé, la vascularisation s'arrête et les organes meurent avec la personne. Comment c'est possible de faire refonctionner un organe? Quels sont les types de gens qu'on va prélever et comment ça se passe? Alors, c'est une bonne question parce que, effectivement, tout le monde ne peut pas donner, ne peut pas exercer ce droit qui est de contribuer à la générosité et à la solidarité en donnant ses organes après son décès. Il faut pour ça décéder dans un milieu où on est capable de faire le diagnostic du décès et de s'organiser pour que ce moment de la systolie, où le cœur s'arrête, ne dure pas trop longtemps. Alors il y a deux cas. Le plus fréquent, c'est le cas du donneur qu'on appelle en état de mort encéphalique, c'est-à-dire c'est la mort cérébrale. On est mort et bientôt le cœur va s'arrêter parce qu'il n'aura plus l'information qu'il doit continuer à battre. Okay. Dans ce cas-là, en réanimation, avec une prise en charge réanimatoire, on entretient le battement du cœur pour aller au bloc et pour pouvoir prélever l'ensemble de ses organes et les tissus. L'autre cas, c'est la personne qui va faire un arrêt cardiaque. Il y a toujours une vascularisation cérébrale, mais au moment où le cœur s'arrête, le sang s'arrête aussi de circuler. Il y a donc des règles très strictes et très précises d'un temps où on observe l'arrêt cardiaque et ensuite, très rapidement, on remet en route le cœur, on masse, on remet en route le cœur, on s'assure qu'il y a bien le décès, donc, et ensuite, on remet en route la pompe cardiaque pour pouvoir prélever. Et dans cette situation, on appelle ça des donneurs à cœur arrêté. Alors ça mobilise les anesthésistes, les chirurgiens, c'est comme une intervention chirurgicale, les mêmes critères d'asepsie et de contraintes techniques, et ça permet effectivement d'augmenter de façon significative le nombre de donneurs. Tous les pays qui font de la greffe voient cette modalité de prélèvement augmenter. Oui, mais parce que moi, pour être passé en réanimation il n'y a pas longtemps, c'est vrai que des fois, quand on sent que le patient, on va arriver vers la fin, une des premières choses qu'on regarde, c'est est-ce qu'il est donneur ou pas donneur, est-ce qu'il y a eu quelque chose de retranscrit. Et en fonction de ça, des fois, en effet, on va tout faire pour essayer on sait qu'il va décéder, mais en tout cas de le maintenir au maximum pour après passer au don d'organes par la suite. Est-ce que la qualité du coup des donneurs de patients qui sont en état de mort encéphalique sont meilleures que ceux qui sont passés par l'arrêt cardiaque, où il n'y a pas de règle en fonction du temps? Non, il n'y a pas de différence significative. Après,
c'est difficile de parler de la qualité d'un organe parce qu'en réalité, la qualité, c'est l'efficacité qu'elle va avoir chez le receveur. Mais il n'y a pas de différence de survie des organes ou des receveurs en fonction du type de prélèvement qui a été réalisé. Et puis, les mots ont leur importance. Le don, c'est l'intention du défunt. Le prélèvement, c'est l'acte des équipes hospitalières qui va aller chercher les organes et les tissus. Les organes vont aller directement et sans délai vers un receveur. Et c'est à l'Agence de la biomédecine qu'on coordonne le temps du prélèvement, le transport, l'arrivée. Est-ce que ça voyage en train, en avion, en voiture, avec une escorte ou pas. Et la greffe va se faire immédiatement. Les tissus, eux, vont être prélevés et ils vont être mis en banque et ils vont attendre dans une banque de tissus qu'un receveur ait besoin du tissu considéré. Et à ce moment-là, ils seront proposés à ce receveur. Ok, trop cool. Moi, je me demandais quelles sont les règles qui encadrent ce don. Si par exemple, moi je suis copain avec Guillaume, et si demain il a besoin d'une greffe, est-ce que moi en tant que son pote, je peux lui donner gentiment Si t'es vivant ou si t'es décédé? Vivant ou décédé? Reste vivant. Alors vivant, je suis vivant. Reste vivant, reste vivant. Je vais pas mourir aujourd'hui. Si je veux lui donner un organe, est-ce qu'il y a des règles où n'importe qui peut donner au mec qu'on croise dans la rue? Non, il y a des règles, évidemment, vous vous en doutez, et ce sont des règles très précises. Si on parle du donneur décédé, eh bien, il faut s'assurer qu'il n'était pas opposé au don d'organes. Et donc, il y a dans les hôpitaux qui sont autorisés pour le prélèvement d'organes des coordinations hospitalières de prélèvement, c'est-à-dire ce sont des professionnels de santé dont le métier et la spécialité, c'est justement de recueillir ce consentement et de qualifier les organes. Parce que peut-être que toi, tu voulais donner, mais que quand on te fait un body scan, on voit qu'il y a des éléments qui ne peuvent pas profiter à un receveur. Et donc, ça, c'est le travail des professionnels et notamment des coordinateurs et coordonnatrices de prélèvement. Et à partir de ce moment-là, on peut avancer et faire ce qu'on appelle l'abord des proches. C'est-à-dire, on va regarder, il n'y a pas ton nom sur le registre du refus, donc a priori, tu n'es pas opposé. Et donc, on va rechercher le témoignage des proches en leur disant, est-ce que vous vous souvenez de l'avis du défunt? Et c'est le moment difficile. Parce que si tu n'en as jamais parlé, eh bien, on va interroger tes proches, des gens qui t'aiment, au moment où tu viens de décéder. Donc le pire moment, quoi. Un moment difficile. Et donc les coordinations hospitalières sont entraînées pour aborder ces aspects-là. Par contre, il suffit que tu en aies parlé une fois. C'est peu probable que ce soit une discussion qu'on oublie ou que dans cette situation, on dise « il m'avait dit oui, mais en fait, je pense qu'il ne voulait pas ». Et c'est là qu'est le moyen d'augmenter le don d'organes en France. C'est-à-dire 85% des gens souhaitent donner. Mais aujourd'hui, quand on fait la moyenne du témoignage des proches, en moyenne en France, le taux d'opposition est supérieur à 35%. Donc en fait, si je récapitule bien, celui qui est décédé souhaite donner ses organes, mais la famille se rétracte et est plutôt contre au final. Contre l'avis du défunt, en fait. Ouais. Dans la situation du décès, la famille témoigne d'un refus du défunt. Et il nous semble, mais vous me direz si vous êtes d'accord avec cette analyse, c'est que le problème n'est pas tant les gens qui ne veulent pas donner, mais plus les gens qui veulent donner, mais qui n'en ont jamais parlé. Effectivement. Parce que, donc du coup, il y a quand même une phrase qui en ressort, c'est qu'il ne faut pas hésiter à en parler autour de nous du don d'organes. Bien sûr. C'est quelque chose qui n'est pas assez... Assez comment? Non, même je pense que c'est pas, on en communique. C'est vrai que moi, la communication, je ne sais pas si j'étais pas passé en médecine, est-ce qu'aujourd'hui je me serais déjà posé la question du don d'organes? Parce que je sais que moi, par exemple, quand j'en ai parlé avec ma famille, c'était moi qui avais un peu avancé ça sur la table. Mais est-ce que si j'avais personne dans mon entourage qui serait du milieu de la santé, est-ce que j'aurais déjà eu ça en tête? Ça, je suis pas sûr. Tu as raison, hein, c'est pas facile hein, au dîner dominical ou dans une réunion de famille ou de dire moi si je meurs je veux donner mes organes. Alors en général dans les familles médicales ou dans les familles où on s'occupe de ça, c'est quelque chose c'est une discussion qui a déjà eu lieu, mais c'est une discussion qui est pas si facile à faire et donc elle est aussi inoubliable.
Moi, une question, c'est comment sont gérés un peu ces organes et cette priorité par rapport à ces organes. Par exemple, si un enfant de 5 ans décède et a besoin d'une greffe alors qu'on est sur quelqu'un qui a 80 ans, comment être privilégié? Est-ce que c'est juste par rapport au temps? Est-ce qu'il y a des situations d'urgence? Comment on gère ça? Non, c'est une super bonne question. Quand on parle de liste d'attente, ce n'est pas la même liste d'attente qu'il y a au supermarché ou chez le boucher. C'est une liste de gens qui sont susceptibles de recevoir une greffe. Et ensuite, il y a des critères. Il y a des critères d'âge, il y a des critères de poids, de taille. C'est sûr qu'une personne qui pèse 40 kilos ne peut pas recevoir le cœur d'une personne qui pesait 110 kilos. L'inverse est vrai. On ne peut pas mettre le cœur d'une personne qui pesait 45 kilos à quelqu'un qui pèse 110 kilos. Et donc, il y a des critères qui sont des critères physiques. Puis ensuite, il y a des critères qui sont des critères biologiques. C'est-à-dire, on regarde l'identité HLA du donneur et du receveur, et on sait que plus il y a de mismatch, c'est-à-dire plus l'identité est éloignée sur le plan HLA, plus il y aura de rejet. Donc, on essaye de rapprocher l'identité HLA. Juste pour te couper, le HLA, c'est juste pour les communs. C'est quoi le HLA? Qu'est-ce que le HLA? Le HLA, c'est la carte d'identité biologique, ça veut dire Human Leukocyte Antigen. Ça a été découvert par Jean Dossé au moment qui a eu le prix Nobel pour ça. Et ça permet d'identifier sur le plan biologique de façon très très précise chaque individu. On reçoit la moitié des allèles HLA de notre mère et la moitié de notre père, ce qui fait qu'il y a une diversité et il n'y a que les vrais jumeaux, les jumeaux homozygotes, qui partagent un HLA à 100% identique. Et donc, pour revenir au HLA, ce matching entre le HLA, c'est-à-dire cette correspondance HLA entre le donneur et le receveur, elle est faite à l'Agence de la biomédecine. Et puis après, on fait rentrer d'autres critères. On fait rentrer des critères depuis quand il attend, quel âge il a, quel est son risque de décéder s'il y a quelqu'un qui lui passe devant, et quel est son risque de décéder même s'il reçoit la greffe. Et donc tous ces critères sont intégrés dans ce qu'on peut appeler un score, qu'on appelle un score, et c'est ce score qui détermine la personne qui va être appelée en premier pour essayer d'aller vers la greffe. Donc on contacte les équipes, le pôle national de répartition des greffons qui est à l'Agence de la biomédecine, contacte les équipes en leur disant, voilà, il y a telle personne qui est sur votre liste qui est susceptible d'eux. L'équipe répond, oui, lui, on ne peut pas le faire aujourd'hui parce que j'ai su ce matin qu'il avait de la fièvre, il a probablement la grippe. Hop, on passe au deuxième. Et comme ça, on finit par trouver le bon greffon pour la bonne personne. C'est beau. Ouais, mais en plus, pour rebondir, parce que là, juste avant donc là, à ce moment, je suis au SAMU, mais avant d'être au SAMU, j'étais en réanimation chirurgicale où il y avait du don de cœur. Et c'est vrai que c'est d'un seul coup, tu as l'alarme dans le service qui se mettait, qui sonnait en disant, parce qu'on avait des patients qui étaient en attente, et c'était en mode, est-ce que, à chaque fois, en gros, on devait réceptionner l'appel en nous disant, voilà, on a un cœur disponible, est-ce que votre patient qui est sur la liste, il est prêt, il n'a pas de contre-indication, et si c'était bon, dans l'heure qui suivait, il passait au bloc. Et quand il passe au bloc, une fois qu'on a prélevé le cœur, les autres organes ne sont plus vascularisés. Donc on prélève les autres organes, on prélève le cœur, et là on a quelques heures pour aller jusque chez le receveur. Et donc quelquefois, c'est le chirurgien qui vient de Strasbourg ou Brest ou Marseille. Il vient prélever, il repart avec le cœur et il greffe le patient. Respect de l'organisation. Respect, c'est tout ça. Et du coup, depuis le début, on parle donc du don d'organes, mais quand on est décédé. Moi, j'avais cru entendre qu'il y avait aussi du don d'organes qui peut être fait quand on est vivant. Notamment, un organe qui fonctionne par paire, qui est le rein. Est-ce que du coup, on peut vraiment faire du don d'organes de notre vivant? On peut vraiment donner notre rein? Absolument. Et c'est probablement la meilleure façon d'être greffé. C'est-à-dire c'est la greffe qui a le plus de succès après pour les receveurs. Parce que la vraie différence entre le don du vivant et le don d'un organe prélevé chez un donneur en état de mort encéphalique, c'est que c'est programmé. On ne sait pas quand il y a un prélèvement, tu l'as dit tout à l'heure, et donc on est appelé et ça bouleverse un peu le programme opératoire. Il faut arriver à coordonner toute cette activité. Pour le don du vivant, c'est plus simple. On prend rendez-vous avec le donneur, on prend rendez-vous avec le receveur, on mobilise 2 blocs pour une greffe, un bloc qui va prélever le rein du donneur et un autre bloc qui va greffer
le receveur. Mais évidemment, ce n'est pas aussi simple que ça, parce qu'il faut s'assurer que la volonté du donneur est bien liée à son engagement avec le receveur. Et donc, on dit que c'est un proche, qu'il y a un lien proche. Mais il y a plusieurs étapes. On examine le dossier médical du donneur pour être sûr qu'avec un seul rein, il ne va pas se retrouver en dialyse et lui-même sur une liste de greffe de rein. Après, il pourra le reprendre, non? Ce serait bête. Mais je pense que ça doit faire vraiment peur aux gens, ça. Est-ce que maintenant, en 2025 ou même avant, on peut vivre avec un seul rein? Oui, il y a beaucoup de gens qui vivent avec un seul rein, parfois de façon congénitale, hein. Mhm. Ou alors dans un accident de la vie, hein, qui fait que tu as eu une néphrectomie et que tu as un seul rein et la vie continue normalement. Donc je peux faire du sport, je peux vivre ma vie comme si il ne s'était Oui, rien oui. passé. C'est difficile de répondre comme ça. Il s'est passé quelque chose, mais tu peux effectivement. vivre une vie normale ou très proche de la normale, de ce qu'aurait été ta vie si on t'avait pas prélevé un rein. Surtout avec le rein qui, en tout cas, des connaissances que j'ai, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent à vivre, par exemple, s'ils ont un seul rein de manière congénitale, ils arrivent à vivre toute leur vie, des fois, avec un seul rein, sans passer par la dialyse et sans passer par toutes ces étapes. Bien sûr, bien sûr. Ce qu'il faut faire, ce qu'il faut dire, c'est que quand on a été donneur d'un rein, il faut qu'il y ait un suivi. On n'est pas malade, mais d'aller voir le néphrologue une fois par an, c'est des bonnes pratiques. C'est-à-dire, c'est être sûr que sa tension est bien équilibrée, être sûr que sa créate ne se modifie pas et est aux valeurs normales. Et s'il se passe quelque chose, être en mesure d'anticiper et ne pas attendre d'avoir des symptômes, parce que comme vous le savez, l'insuffisance rénale ne se manifeste pas par des symptômes avant un stade avancé de la maladie. Et du coup, en termes donc, dans la compatibilité, imaginons que je connais quelqu'un, il veut bien me donner son rein, ça fonctionne ou ça fonctionne pas, ça? Alors, c'est pas des chiffres aussi bloqués que ça. 6 mois, ça me semble un peu rapide, mais pourquoi pas. Il y a, quand on instruit un don d'organes du vivant, c'est-à-dire entre proches, on instruit plusieurs sujets. On instruit les sujets médicaux, et ensuite on passe devant un comité des donneurs vivants qui va analyser les raisons de l'engagement et la volonté de donner. Et on va aussi, on rencontre un psychiatre et on rencontre aussi un juge. Donc c'est très encadré, mais évidemment, il s'agit de ne pas sombrer dans une démarche soit qui pourrait être une démarche de réparation. Je veux donner à mon enfant parce qu'il a une maladie congénitale et je me sens responsable. Soit une démarche où on se sent un peu obligé. Voilà, mon mari est tout le temps en dialyse et donc je me sens un peu obligé de lui donner un rein pour qu'il se sente mieux. Ça ne fonctionne pas comme ça. Le don, c'est comme quand on fait un cadeau, hein, ça vous est arrivé plusieurs fois, c'est-à-dire c'est quelque chose que je fais pour me faire plaisir et qui bénéficie à quelqu'un d'autre et qui, comme tous les cadeaux, est parfois pas celui qu'on attendait et donc ça peut aussi être une greffe, ça peut aussi être des rejets, des complications, etc. Quand ça vient du rein d'un proche, par exemple, c'est pas à cause du proche qu'on a tout ça. Non, c'est clair. J'espère pas, en tout cas. Et on va parler des maladies rénales, à quel moment on aboutit à avoir besoin d'une greffe de rein? Est-ce que c'est quand nos reins sont complètement morts? Il y a beaucoup de maladies rénales, il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d'une greffe de rein. Pour statuer un peu sur les maladies rénales, on en est où? Oui. Alors, c'est les maladies rénales chroniques qui aboutissent au stade d'insuffisance rénale terminale, c'est-à-dire la maladie rénale chronique au stade 5 et qui nécessite un traitement de suppléance. Dans la plupart des maladies, quand un organe devient totalement insuffisant, il n'y a pas de traitement de suppléance. Dans l'insuffisance cardiaque, dans l'insuffisance pulmonaire, il peut y avoir la respiration artificielle en réa, mais c'est plutôt des situations aiguës. Oui, on reste pas avec un tube toute notre vie. Pour la maladie rénale, il y a la dialyse qui est le rein artificiel. Ce rein artificiel, c'est assez extraordinaire, hein. On filtre le sang des patients plusieurs fois par semaine et si on n'avait pas ça, les patients décéderaient. Mais la qualité de vie qu'on a quand on est en dialyse est moins bonne que quand on est greffé ou quand on n'a pas besoin de dialyse. C'est sûr. C'est quoi la qualité de vie d'un patient qui est en dialyse? La qualité de vie d'un patient en dialyse, elle est conditionnée par le nombre de fois où il va à l'hôpital. Et donc, c'est
3 fois par semaine, minimum 4 heures en dialyse. Quand On même. va à l'hôpital et on est dialysé. Alors, dans certains cas, pour les patients les plus jeunes, quand ils sont stables, on peut ne pas être à l'hôpital, ne pas être au CHU, mais être dans des structures libérales, plus proches de la maison, soit Ok. d'autodialyse, et parfois même à la maison. On peut s'auto-dialyser. C'est fort. C'est fort. Mais c'est une contrainte. Il faut mettre des aiguilles dans une fistule ou dans un cathéter, et faire tourner le sang pendant 4 heures à haute vitesse pour épurer le secteur sanguin qui ne peut plus être épuré par les reins, par la machine. Faut bien voir que même si on est vivant, on a quand même une qualité de vie qui est quand même diminuée. Et sur le long terme, c'est pas forcément facile psychologiquement. Bien sûr, psychologiquement. Et puis le rein, c'est pas que la filtration. Ça sécrète aussi de l'érythropoïétine. Donc quand on a une insuffisance rénale, on est anémique. Donc on injecte de l'érythropoïétine quand on est en dialyse pour maintenir l'hémoglobine à un taux normal. Et puis ça participe aussi à l'hydroxylation de la vitamine D et donc au métabolisme phosphocalcique. En 25, ouais. Ouf. Ouais. Et donc c'est l'hydroxylation en 1 qui se fait dans les reins. Parce que le 25, c'est le foie. Ouais. Il y a des petits restes quand même. Et si on regarde en espérance de vie, je pense qu'il y a déjà eu des études par rapport à ça. Si on compare des patients qui ont été greffés et des patients qui sont sous dialyse, est-ce que l'espérance de vie est meilleure, équivalente, inférieure? Non, elle est meilleure avec la greffe, et surtout la qualité de vie est meilleure avec la greffe. Ça dépend de l'âge qu'on a. Mais moi, je suis pédiatre et je me suis occupé d'enfants. La vie d'un enfant est beaucoup plus facile quand il est greffé que quand il doit venir 3 fois par semaine en dialyse. Mais la vie d'un adulte aussi est beaucoup plus facile quand il est greffé, qui peut reprendre un travail ou qui peut avoir une activité physique sans se préoccuper de savoir s'il doit aller en dialyse et sans se préoccuper non plus des quantités d'eau qu'il doit boire ou de sa tension, puisque quand on est en dialyse et si on n'a pas une diurèse conservée, entre chaque séance s'accumule le volume d'eau qu'on aurait éliminé. Ça change la life. On peut dire aussi peut-être, quand on fait un don d'organes, ça peut être le rein, mais il n'y a pas que le rein. Moi, je voulais demander, quand on a une maladie rénale chronique, à partir de quand on peut s'inscrire pour une demande de greffe? Est-ce que on doit forcément être en dialyse? Est-ce qu'on peut s'inscrire avant pour préparer et faciliter les choses? Je ne sais pas. Super bonne question. Non, on n'est pas obligé d'attendre le stade de la dialyse. On peut s'inscrire et recevoir une greffe avant de démarrer la dialyse. Ça s'appelle la greffe préemptive. C'est un dialogue avec le néphrologue qui s'occupe de la personne, qui définit le meilleur moment. Trop tôt, ça veut dire qu'on va rentrer dans une démarche avec d'autres médicaments et d'autres contraintes que celles de la maladie rénale chronique. Trop tard, ça veut dire qu'on ira en dialyse et que c'est cette étape de la dialyse qui peut parfois être évitée. Il faut dire aussi qu'il y a des contraintes aussi à la greffe, c'est-à-dire que c'est bien mieux que d'être en dialyse ou que d'être en maladie rénale chronique, mais on prend un traitement immunosuppresseur à vie qui lutte contre le rejet et qui permet à ce greffon de se maintenir plusieurs années, parfois plusieurs dizaines d'années, et d'avoir une fonction chez le receveur. Et est-ce que par contre on est d'accord que chez le donneur, une fois qu'il a donné son rein, il n'y a pas de traitement par la suite? Non, il n'y a pas de traitement par la suite, mais c'est pour ça qu'on fait une évaluation médicale précise, parce qu'au moment du prélèvement et par la suite immédiate, il n'y a pas de traitement, mais si tu donnes ton rein à 30 ans, il n'est pas impossible qu'à 60 ans, tu aies besoin d'un traitement antihypertenseur ou d'un traitement autre qui va avoir un impact sur ton rein. Les immunosuppresseurs, ça change la qualité de vie? Il y a peut-être des effets secondaires? Oui, bien sûr, il y a des effets secondaires aux immunosuppresseurs, puisque par définition, ils baissent l'immunité. Donc ça donne d'une part, pendant la période juste après la greffe, une sensibilité un peu accrue à certaines infections, qui peuvent être des infections opportunistes. Après, pendant le reste, une fois que la greffe est stabilisée, il peut y avoir une sensibilité un peu particulière, notamment dans des périodes comme maintenant, au virus grippaux et aux virus saisonniers. Donc ce sont des gens qu'il faut vacciner. Il faut tenir à jour un carnet et un calendrier vaccinal pour ne pas les mettre dans une situation un peu difficile. Et puis ces immunosuppresseurs, ils peuvent avoir aussi un effet sur les gènes qui répriment les tumeurs. Et donc le risque de développer une tumeur est plus important
quand on est À long terme. greffé, parce qu'on prend des immunosuppresseurs. Alors, très souvent, ça peut être des tumeurs cutanées, hein, liées à l'exposition solaire, etc. Mais ça veut dire qu'il y a une véritable éducation thérapeutique qui doit accompagner la greffe d'organes et qui doit permettre aux receveurs d'être dans une situation où ils vont avoir le bénéfice de leur greffe le plus longtemps possible. J'ai lu, merci beaucoup, j'ai lu quelque chose qui m'a semblé intéressant, c'est dans les greffes intrafamiliales, par exemple entre frères et sœurs, j'ai vu que le nombre de traitements immunosuppresseurs ou la quantité ou la lourdeur de ces traitements pouvait diminuer quand il s'agit de quelque chose où on a Je savais pas cette ça. compatibilité potentielle HLA. C'est tout à fait juste. Si on peut imaginer une greffe entre des jumeaux homozygotes, on pourrait imaginer une greffe sans immunosuppresseur. Ça a déjà été fait? Oui, ça a déjà été fait, mais c'est rarement le cas. Hein. Ils mettent quand même, il y a quand même un minimum de traitement immunosuppresseur. Ok. Je savais pas, c'est bien Même chez les intéressant. frères et sœurs. Du coup, là, on a beaucoup parlé du don du rein de son vivant, mais est-ce qu'il y a d'autres organes qu'on peut donner très facilement de son vivant, comme le rein? Alors, Oui, très alors facilement. il y a d'autres organes qu'on peut donner. Il y a essentiellement le foie. Le foie, on peut faire un split, c'est-à-dire on peut séparer le lobe droit et le lobe gauche. Et le lobe gauche peut être greffé sans que celui qui a donné ne porte un préjudice de ce don-là. Alors ce sont en général des dons qui sont des dons intrafamiliaux de parents pour les enfants, puisque les enfants étant plus petits, et le lobe gauche étant plus petit que le lobe droit, ça permet d'avoir une greffe de foie du vivant. Et donc, du coup, juste avec le lobe gauche, ça leur permet d'avoir des fonctions hépatiques qui sont tout à fait normales et reprendre une fonction. Exactement, ouais. et ce lobe gauche va s'hypertrophier chez l'enfant et il va assumer 100% des fonctions hépatiques. Ok. Et le lobe droit restant chez le donneur, lui aussi va s'hypertrophier et va assumer 100% des fonctions hépatiques. Je savais pas pour le foie. Il y en a un autre, il y en a d'autres comme ça? D'autres organes? Comme ça, de son vivant qu'on peut donner? Alors, c'est plus rare. C'est Je vais plus t'enlever un rare. lobe et je vais me le prendre. Voilà. Je vais te mettre une insuffisance il respiratoire. est arrivé. Non, il est arrivé, par exemple, qu'on donne un lobe pulmonaire et que chacun des parents donne un lobe pulmonaire pour un enfant. Ce sont des interventions, on fait beaucoup moins de greffes pulmonaires là depuis le progrès dans la prise en charge des traitements de la mucoviscidose par exemple, et donc c'est une situation qui est beaucoup plus rare. Et puis il peut y avoir des situations encore plus rares qu'on appelle les greffes en domino, c'est-à-dire que si par exemple on greffe un cœur à quelqu'un, on va récupérer son cœur qui était insuffisant, mais peut-être que ses valves à lui étaient encore bonnes, et donc on peut utiliser les valves en domino. Donc c'est des valves qui viennent d'un cœur qui a été prélevé chez une personne vivante, puisqu'il a été greffé, et qui vont servir à être greffés ailleurs. Et c'est quoi, du coup, pour un peu clôturer ce podcast, les grosses règles qu'il faut avoir en tête quand on veut quand on veut être donneur ou qu'on cherche un donneur? Il faut que donc le donneur il soit majeur, Oui. consentant. Oui, Je pense que c'est le bien minimum. sûr, bien sûr. Pour le don du vivant, il faut être consentant. Bien sûr. C'est quoi les autres? Il n'y a pas d'autre. Il faut avoir un examen médical pour être sûr qu'on peut donner, qu'on n'a pas d'hypertension artérielle, qu'on n'a pas un rein unique, qu'on n'a pas une maladie rénale, qu'on n'a pas une autre maladie qui pourrait être aggravée par le fait qu'on donne. Et donc, c'est l'examen médical. Et puis, il faut avoir un proche à qui on tient suffisamment. Mais comme on dit souvent dans toutes ces présentations, c'est pas si fréquent de pouvoir vraiment faire quelque chose pour quelqu'un qu'on aime et qui est malade. Il y a une autre notion, c'est que le don d'organes, il est gratuit. Oui. Et c'est totalement dérivé, sinon on coupera, mais il y a quand même un réseau quand même parallèle qui existe, c'est le trafic d'organes. Oh, frère, je me suis plus rentré là-dedans, frère. Non, mais le don d'organes est gratuit. Le don d'organes- Bah oui, mais- le don d'organes est anonyme, Mhm. volontaire, anonyme et gratuit. Bah, anonyme, pas tant que ça, si c'est... Sauf pour le don du vivant, qui n'est pas anonyme, puisqu'on connaît son donneur. Je dois aussi dire que si le don d'organes est anonyme, la famille de celui qui a donné peut prendre des nouvelles de celui qui a été greffé, C'est vrai. sans le rencontrer, par l'intermédiaire de l'Agence de la biomédecine. Et donc, Stylé ça. quand une famille s'est engagée et a permis le don d'organes à partir d'un proche qui est décédé, elle peut savoir qui et combien de personnes ont été greffées sans connaître leur identité, mais en sachant que le droit de contribuer à la solidarité s'est exprimé chez la personne défunte et qu'il y a quelqu'un qui vit avec son rein ou C'est son beau. cœur. C'est excellent. Sympa, je savais pas ça. Très très cool.
Et ça, c'est à l'agence, on s'occupe de faire ça, c'est-à-dire on s'occupe de recueillir les infos du receveur et de donner des infos anonymisées à la famille, sauf dans certains cas très précis, c'est-à-dire dans une petite communauté où il y a eu un accident d'un enfant et puis un autre enfant qui a été greffé. Bon, ben, à ce moment-là, on ne croise pas parce que ça veut dire qu'on est capable d'identifier le donneur. L'agence de pour en finir, je pense qu'on peut finir sur l'agence de biomédecine. C'est quand même vous qui régulez presque tout ce qui entoure la greffe. Oui. Vous existez depuis combien de temps? Et déjà, bravo pour tout ce que vous faites, c'est incroyable. Mais depuis quand ça a été créé et quelles sont ces dernières évolutions? Alors, la greffe a pris son essor dans les années 60. Ok. C'était très expérimental et c'était l'exploit chirurgical de faire une greffe. Et puis, avec l'arrivée des immunosuppresseurs, les greffes sont devenues une vraie option thérapeutique. Et à ce moment-là, en 1968, l'État a mis en place une agence des transplantations. Puis après, au cours des années, c'est devenu l'Établissement français des greffes. Et en 2004, à l'occasion des lois de bioéthique, l'agence de la biomédecine a été créée. C'est un opérateur de santé de l'État qui relève du ministère de la Santé et qui a une indépendance et qui assure les aspects opérationnels de répartition des organes sur tout le territoire. Mais elle ne s'occupe pas que de la greffe d'organes, elle s'occupe aussi de la greffe de cellules souches hématopoïétiques et elle permet, en lien avec 72 registres internationaux, de chercher le greffon de cellules souches hématopoïétiques idéal pour chaque patient sur le territoire français et de permettre aux donneurs français de donner leurs cellules souches pour un patient qui n'est peut-être pas sur le territoire français. Et elle s'occupe aussi de la procréation médicalement assistée, de la génétique et de l'embryologie. C'est une grosse agence, ça, quand même. Beaucoup de missions, quand même. De vastes missions. Ok. En tout cas, c'était trop sympa. Merci beaucoup, Michel, d'être venu parler du don d'organes sur Docs en Blues. C'était un énorme plaisir de te recevoir. Moi, si je devais retenir une seule chose, c'est que je vais continuer à en parler autour de moi, parce que le don d'organes, il faut en parler, parce qu'on peut être pour, on peut être contre. Si on est contre, on n'est peut-être pas contre sur tous les dons de tissus et tous les dons d'organes. Et je pense que tu as une petite phrase à nous dire pour clôturer ce podcast. Oui, une phrase qui commence par merci de votre accueil, c'était vachement sympa. Et puis peut-être rappeler que la probabilité d'être un jour sur une liste d'attente de greffe d'organes est bien plus importante que celle d'être sur la liste de ceux qui ont donné. Donc parlons-en. C'était Docs en Blues. Docs en Blues.